Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs du podcast Homo Micro. Ici Nathan, le réalisateur-régisseur de l'émission. Nous avons eu des petits soucis lors de l'enregistrement de l'émission de lundi et vous n'allez pas entendre le fameux tour de table de la part de Brahim. Cependant, vous allez le retrouver tout au long de ce podcast en compagnie de vos chroniqueurs favoris. Nicolas Rividi pour le plus de l'actu, Valérie Beau va encore nous écrire le nom d'une personne que l'on ne connaît pas, et c'est également le grand retour de Anna Aguirre qui va nous conseiller une nouvelle série. Alors restez bien à l'écoute. Homo Micro, l'invité du jour. Et bien sûr, la belle ville de Toulouse, ce soir, on peut dire qu'elle est représentée par le futur maire de Toulouse, Jérémy Perrard. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir, Brahim. Ah non, pas du tout. Ben, pourquoi pas? Tu pourrais être... Non, tu n'as pas de projet un jour de devenir maire de Toulouse, Jérémy? Ah non, pas du tout. Je pense que l'émission que je fais aujourd'hui me font assez de lire de tracas. Ouais. Alors dis-nous, Jérémy, tu es donc chargé de mission Pride de Toulouse. D'abord tes fonctions, ce que tu fais au sein de la Pride, et ensuite nous parler de la programmation à Toulouse qui démarre demain dans le cadre de la journée contre l'homophobie du 17 mai, mardi. Bon, déjà merci de me permettre d'être avec vous ce soir en direct. Alors effectivement, moi je suis chargé de mission, je suis salarié de Pride Toulouse depuis 2020. J'ai été auparavant, pendant quasiment 2 ans, président de cette association qui est une association toulousaine, mais aussi une association régionale. Oui. On est un collectif associatif d'une 60aine d'organisations, c'est pas rien. Oui. Et auparavant, j'étais aussi responsable de la communication quand j'ai commencé à Pride en 2017. Et donc aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie développement, de l'ingénierie de projet. Donc l'idée, c'est d'accompagner les associations à réfléchir à des projets dans le cadre du festival, c'est ce qu'on va parler juste après, et aussi d'aider à la mise en place de l'événement qui est l'événement phare de notre association, qui est la Marche des Fiertés de Toulouse, et qui aura lieu le 2 juillet prochain, donc dans les rues de Toulouse, avec plus de 25 000 personnes. 2 juillet prochain, c'est ça? 2 juillet, effectivement, 2 juillet prochain. Alors, c'est quelque chose un peu nouveau parce qu'auparavant, on le fait au mois de juin. Ouais. Et l'année dernière, ça a été un peu une année particulière parce que les 2 ans de la Covid ne nous ont pas aidés. On a quand même pu faire notre marche des fiertés et on l'a fait au mois d'octobre avec les restrictions sanitaires qui s'étaient allégées. Donc, on l'a maintenu, mais on l'a fait très tardivement. On a été quasiment la dernière marche de France. Et on a eu plus de 30 000 personnes dans les rues de Toulouse. C'était incroyable. Fabuleux. Alors, tout démarre demain, mardi 17 mai 2022. Alors, si tu pouvais nous dire un peu le programme, qu'est-ce qui va se passer de bien à Toulouse? Oui, effectivement, une programmation assez riche, dont tu seras aussi un élément important dans cette programmation, car tu es notre parrain de cette édition 2022, Brahim, et on est très fiers de t'avoir à nos côtés pour ce festival régional des diversités, alors qui a commencé officiellement le 2 mai, mais avec une date importante pour nous qui est le 17 mai, pour la journée mondiale de lutte contre les LGBTQI-phobies. On fait en parallèle notre inauguration. On est reçu par la mairie de Toulouse pour une réception à 18h dans les salons, dans les magnifiques salons de l'hôtel de ville Capitole, la salle des illustres, où on pourra rappeler en fait l'importance de cette journée et aussi pourquoi nous faisons chaque année un festival avec le collectif associatif. Et cette année, ce festival, c'est un festival qui reprend ses marques après 2 ans difficiles. Un festival dans les territoires. On aura cette année plus de 45 événements proposés dans plusieurs départements de la région Occitanie et avec 11 expositions thématiques que nous faisons tourner dans les territoires. Oui. Et ce festival, pour nous, c'est quand même aussi important que la Marche des Fiertés, qui est quand même l'élément qui va clôturer notre festival. Mais ce festival-là, qui est un festival culturel et pédagogique, elle est un moyen de pouvoir accompagner les populations, pas forcément que les personnes LGBTQI+,
c'est d'aller vers les personnes qui se sentent vraiment éloignées de nos sujets, de pouvoir les rencontrer, d'avoir des espaces de rencontre avec des tables rondes, des conférences, des projections, des débats, on fait plein de choses, et de pouvoir leur donner ces temps d'explication, de rencontres, de débats, d'échanges, de contradictions, pour expliquer pourquoi nous sommes là et pourquoi nous nous battons encore aujourd'hui pour l'égalité des droits et des libertés. Alors ça va être une semaine marathon pour vous, pour moi aussi, parce que c'est vrai que demain, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, je serai donc à Toulouse. Donc ça va démarrer avec un spectacle qui va être proposé à des scolaires le soir à proximité du Capitole, au centre de Toulouse. Ça va être les Toulousains qui vont venir vivre plein de choses. Dis-nous un peu, et après l'idée c'est de nous expliquer un peu ce qui va se passer jusqu'à samedi en fait. Oui, bien sûr. Alors, nous avons aussi, pareil, le plaisir de pouvoir accueillir une compagnie, donc le Chafouin, qui propose un spectacle dont tu connais en fait la teneur. Tout simplement, c'est issu du livre que tu as écrit, Un homo dans la cité. Il y a eu une adaptation qui a été faite de ton ouvrage, ton livre, et donc la compagnie Le Chafouin va pouvoir présenter ce spectacle. Donc déjà dans une première partie à 14h30 avec plus de 140 élèves jeunes qui vont être là pour écouter, mais aussi après se débattre avec les comédiens, avec toi, avec le metteur en scène qui sera là également, puis aussi avec les membres de l'équipe Pride Toulouse qui seront présents également. Qui interviendront tout à l'heure en fin d'émission, les comédiens. Et le metteur en scène, c'est Yann Dacosta. Et là, c'est exceptionnel parce qu'on est arrivé à avoir quand même 140 jeunes qui se sont déplacés, donc plus de la moitié sont des jeunes issus de l'accompagnement mission locale. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir aussi toucher les jeunes issus des quartiers qui des fois ont le sentiment d'être éloignés alors que c'est pas le cas, et de pouvoir leur donner de la matière et d'expliquer finalement c'est quoi en fait l'homophobie, c'est quoi vivre l'homophobie dans les quartiers, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Et donc on va pouvoir discuter avec les comédiens, mais avec toi aussi, sur cette première partie à 14h30, donc ce premier spectacle. Et la compagnie va reproduire, en tout cas va faire ce même spectacle, cette fois-ci ouvert à tout le monde, à tout public, à 20h30, donc un spectacle gratuit où on attend plus d'une centaine, 140 personnes le soir. Et ça va venir un peu clôturer cette grosse journée où on aura l'inauguration à 18h, et après la possibilité de découvrir les expositions à l'espace diversité laïcité qui appartient à la mairie de Toulouse, où se trouve le centre LGBT qui est animé par les associations. Très bien. Après la semaine, ça va être une semaine assez riche. Alors le mercredi, par exemple, comme on est en partenariat Homo Micro et la radio, il y aura une émission aussi qui sera produite en direct et qui sera diffusée sur Fréquence Paris Pluriel en retransmission lundi prochain, et on sera partenaire aussi. Si tu pouvais nous en dire deux mots. Oui, bien sûr. Alors là, mercredi, c'est autre endroit, mais un endroit aussi intéressant. On va se retrouver au Pavillon Blanc, qui est en fait une médiathèque et un centre d'art national, où il y a une exposition qui est accueillie pendant tout le mois de mai sur le sport et la discrimination. On va avoir des lycéens qui vont venir le matin rencontrer les bénévoles, mais aussi toi, Brahim, au travers d'ateliers que nous allons proposer et animer. Et effectivement, en fin d'après-midi, on va avoir une table ronde avec une association qui est en fait les Two Win, qui est un club de rugby gay-friendly qui est de Toulouse, qui va venir animer cette table ronde avec Pride, avec toi. Et on va poursuivre après à 19h avec une émission en direct proposée par Radio Occitania, qui depuis maintenant un an propose sur ses antennes une émission LGBTQ+ en direct chaque semaine qui s'appelle Et alors. Et donc donc qui a été à la création, c'est Radio Occitanie et Pride Toulouse. Et donc on fait cette émission délocalisée spécialement donc le 18, et on a le plaisir de pouvoir aussi, je dirais, le faire en collaboration avec votre émission, parce que comme tu l'as dit, ça sera aussi rediffusé lundi prochain sur tes antennes. Merci en tout cas. En plus, tu as animé aussi les émissions sur cette radio-là. L'émission, effectivement. Effectivement. Merci. Après, il y aura plein d'autres choses. En tout cas, vraiment, merci Jérémy. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Bon, c'est vrai que ça va être une semaine très très longue. Finalement, ça bouge à Toulouse.
Ça bouge à Toulouse, ça fait du bien parce qu'avec la situation Covid qu'on a connue, il fallait que les associations puissent redémarrer. On attend bien sûr que le public soit au rendez-vous et puis surtout qu'on se donne rendez-vous le 2 juillet pour la grande marche des fiertés dans les rues de Toulouse et on espère être 25, 30 000 ou voire plus. Ça sera super pour clôturer ce festival riche en couleurs et dont la programmation est disponible sur le site de Pride Toulouse, pridetoulouse.com. Voilà. Mais je serais tenté par aussi aller participer à la marche et je vais voir avec mes collègues de l'émission Au Micro, qui sait peut-être que bien sûr. Je pourrais toujours venir avec quelques personnes. Bienvenue, venez. Effectivement, c'est une marche exceptionnelle et puis en plus il y a plein de choses. Donc vous serez les bienvenus à cette marche de Toulouse. Merci. Et je sais que le temps à Toulouse, toute la semaine, ça va être autour de 30, 33, 34 degrés. Ouais, il va faire très chaud, effectivement. Ouais. Mais je pense que ça nous prépare psychologiquement à la marche des fiertés parce que chaque fois qu'on a la marche, il fait très très beau, très chaud. Donc je pense qu'on prépare. Après, si ça va être une super belle semaine dédiée à la lutte contre les discriminations, mais dans un esprit très positif, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer, débattre. Et c'est ça qui est important pour l'émission que nous portons. Merci Jérémy. Est-ce que tu peux nous rappeler le site internet de Toulouse Pride de Pride Toulouse, c'est très simple, c'est www.pridetoulouse.com. Très bien. Et on se donne rendez-vous demain à Toulouse. Demain. Toi et moi. C'est ça, demain. Et les autres. Hein. Allez, bon courage. Merci. À bientôt. Merci. Belle soirée. Merci Jérémy. Ciao, ciao. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et voilà, j'ai envie d'emmener aussi, pourquoi pas Nicolas à Toulouse. Qu'est-ce que tu fais demain, Nico ? Demain, je travaille, mon pauvre. J'ai une semaine pas possible en perspective en plus. Ah, mais tu peux tout abandonner et rejoindre Toulouse, non ? C'est pas possible ? Non. Envoie une lettre au CNRS, peut-être. Ah ouais, peut-être. Alors, le plus de l'actu avec Nicolas. Ils sont peut-être heureux de se débarrasser de moi, ceux-là. Ah non, vraiment pas. Alors, Nicolas, qui est cet Alexander von Humboldt, si je prononce bien, et quelle est cette vie fantasmée ? Dis-nous tout. Paris, 1809. Le claquement des fers des chevaux sur les pavés de la rue de la vieille Estrapade dans le 5e arrondissement dérangeait la quiétude du quartier. La voie n'est pas si étroite, mais elle n'avait pas le prestige des avenues qui, pas loin de là, la narguaient. Elle était pourtant le siège d'une vie passionnante dont la seule évocation devrait renvoyer à leurs chères études tous les explorateurs persuadés d'avoir redécouvert l'eau chaude. Cette histoire est une leçon d'humilité pour qui a l'ardent désir de comprendre le monde. Aux étages d'un petit bâtiment d'habitation, 2 hommes étaient en train de baiser. Le plus vieux avait la trentaine flatteuse, solide et bien bâti à tous les étages. Il était en train de défoncer sauvagement son compagnon de 10 ans, son cadet. Le garçon, qui n'était officiellement que son colocataire, ne semblait pas le moins du monde regretter son sort. Il subissait les assauts de bonne grâce, laissait ses yeux rouler en arrière et accompagnait gracieusement le ressac. Un soin tout particulier était accordé au secret de ces séances peu académiques. La porte était fermée de l'intérieur, les rideaux tirés malgré le plein jour, et les deux hors-la-loi sauraient alors comment étouffer leurs cris. Malheureusement pour eux, le lit en bois grinçait sur le parquet en bois qui grinçait lui-même, la pierre et la brique se faisant l'écho de cet étrange tintamarre, de sorte que nul ne put ignorer, dans l'immeuble au moins, quelle ivresse s'étendait là-haut près des cieux. Dans un râle, von Humboldt acheva de remplir Gay-Lussac, brillant chimiste et physicien, qui, mordillant son oreiller, s'effondra tout en se lâchant à son tour dans les draps tout propres. Von Humboldt resta assis sur le bord du lit, silencieux, tandis que Gay-Lussac restait étendu et inerte. Il n'y eut aucun témoignage de cet après-midi de printemps qui aurait pu valoir à ces deux-là les plus vives répressions. Il n'y a pas de témoignage non plus de la passion qui anima peut-être ces deux scientifiques. Il n'est pas du goût de la bourgeoisie, en effet, surtout pétrie de religion, que les plaisirs échappent de si loin aux attendus. Le secret ne réside pas dans la dissimulation de ses actes, mais dans le silence quant au plaisir qu'ils procurent. Quelques années auparavant, von Humboldt s'était embarqué depuis l'Europe pour explorer l'Amérique du Sud. Il était accompagné d'Aimé Bonpland, rencontré un peu par hasard dans le sud de la France pendant un micmac de bateau. Bref, s'étant liés d'amitié, von Humboldt, entre autres naturaliste, astronome, géographe, et Bonpland, biologiste et médecin, regroupés à eux deux presque la majorité des disciplines scientifiques étudiées à ce moment-là. Accompagnés d'un domestique et de 4 baudets, les voilà partis à l'assaut de la forêt tropicale et plus tard du fleuve Amazone. L'épopée pourrait être contée, mais cela prendrait trop de temps. Humboldt effectue alors de nombreux relevés de magnétisme, de latitude, de longitude, de température de l'eau, du sol, de l'air, de la pression atmosphérique. Bonpland, oui, je sais, ça fait nom d'appli de rencontre. Bonpland, disais-je, s'occupe à inventorier de nouvelles espèces. Ils sont les premiers yeux occidentaux dans ce monde tout neuf. Ils sont un temps, les humains d'ailleurs, les plus loin du centre de la Terre, avec l'ascension
victorieuse du mont Chimborazo, un volcan culminant à 6263 mètres d'altitude. Si ce n'est la présence un peu trop encombrante des bodés et du domestique, le voyage se passa à merveille. Les égarements dans la jungle étaient prétexte aux observations biologiques les plus exotiques et concernaient aussi l'anatomie masculine. La discrétion était de mise, mais la jeune compagnie savait depuis longtemps que tout son talent ne la sauverait pas. Le jour où, peu précautionneux, il se ferait prendre et pas comme il voulait. Il s'était résolu à garder pour eux certaines choses. Alors qu'il s'avançait dans une clairière faite de végétation très rase, Bonpland vit derrière lui l'ombre de Humboldt qui déambulait à sa suite. Cette présence le rassurait, non pas qu'il était trop attaché à lui, mais cette frange d'obscurité projetée sur le sol donnait le contrepoint du sort malheureux qui avait voulu qu'il aimât les hommes. L'obscurité était un refuge et Humboldt lui offrait. Un soir à la Havane, alors qu'il venait d'achever une partie de jambes en l'air mémorable et que leur nouveau domestique avait eu la bonne idée de partir en ville se fournir en denrées et matières diverses, ils avaient longtemps parlé de géographie, de botanique, d'astronomie. Ils édifiaient un monde qui, de facto, ne plaçait jamais la science très loin du cul. De retour à Paris, Humboldt avait pu compiler la quantité impressionnante de données qu'il avait récoltées au cours de son voyage en Amérique du Sud. C'en était fini de Bonpland. Dans la chambre qu'il partageait maintenant avec Gay-Lussac, les manuscrits s'entassaient avec l'accumulation des traces de sperme. Non seulement il avait exceptionnellement découvert, mais il fallait aussi exceptionnellement transmettre très vite, comme si le temps allait manquer. Il parlait de ses théories à l'oreille de Gay-Lussac. En même temps qu'il le sautait, le jeune homme appréciait et quand il pouvait parler, il lui décrivait la dilatation des gaz. Mais la passion ne fait que faner comme les coquelicots sous un printemps trop chaud. Dès lors que son amant ne fut plus pour lui une terre inconnue, il s'en détourna pour son collègue Arago, astronome de son état et surtout 5 ans plus jeune que Gay-Lussac. Qui sait donc ce qui a pu se passer sous la coupole de l'observatoire de la rue Saint-Jacques lorsqu'ouverte sur la voûte céleste, elle révéla dans ses ombres la marche inexorable de l'humanité vers l'infini. Est-il imaginable qu'une vocalise incontrôlée produite par l'intrusion d'une main experte ait retenti un soir et que ce son fondamental se soit perdu dans l'immensité, de sorte qu'aucun témoin ne pourra jamais en attester. Humboldt a cramé sa correspondance privée à la fin de sa vie. Le con, c'est bien le seul reproche que je peux lui adresser. Alors du coup, que dire de ces divagations vaguement sexuelles que je viens de vous imposer? Pas grand-chose, tout est peut-être faux. Il ne reste de leur vie que la science, mais tout de même, il me plaît d'imaginer ces génies absolus, ces précurseurs, ces arpenteurs du monde. C'est d'ailleurs le titre d'un livre sur Humboldt et Gauss que je vous recommande. Ces ombres accumulées, ces humains dépravés en train de s'enculer joyeusement en souillant la bienséance qui, de tout temps, nous a enfermés derrière des portes closes et des rideaux. Ces gens sont aujourd'hui adulés parce qu'ils ont caché des pans entiers de leur existence, si riches que même à moitié occultés, il restait encore quelque chose à raconter. Il faut bien comprendre ici que tenter de leur ressembler n'est pas interdit, les égaler est improbable, les dépasser est illusoire. Je m'égare dans une clairière et je vois derrière moi l'ombre de l'humain qui marche. Ah là là. Je suis sûr que Valérie va réagir parce que là, tu t'es... Ah, c'est passionnant, c'est passionnant. Bon, il se trouve que ça se passe J'espère ne aussi pas- dans mon quartier. Ah. Alors, Oui, oui. c'est très drôle parce que aujourd'hui, tu es plutôt dans le passé et moi, je vais dans le contemporain. Ben voilà, c'est ça. C'est bien équilibré à l'émission. Étant donné que j'ai un peu piqué ton concept de chronique, j'espère ne pas t'avoir... Non, J'ai mais beaucoup c'est- aimé. ne pas avoir trop déshonoré Mais l'idée. alors justement, comment toi t'aurais présenté cette chronique justement alors Valérie? Bien, comme tu dis, moi, je cherche souvent des correspondances, mais là, pour le coup, elles ont disparu. Donc, effectivement, je lui fais le même Il reproche. faut l'inventer. Je ne sais pas s'il faut l'inventer d'ailleurs. J'ai pris la liberté de l'inventer. Tu nous as fait voyager, c'est passionnant. Carrément, Anna? Oui, non, c'était très passionnant. Je me suis laissée embarquer dans l'histoire. Je t'avoue, là, j'étais dans mon monde. Moi c'est pareil aussi. Ouais. J'étais partie, ça y est, mon imagination, c'était... Je me disais, mais attends, où va nous emmener Nicolas? Mais tu nous as fait... Ouais, tu m'as rien dit de tout ça, De quoi? de ta chronique. Hein. Oui. Encore une fois, c'est une surprise. C'est ça. Ouais. Et, bien, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi nous présenter ça ce Eh bien, soir, écoute, Nico il y a quelques jours, quand on était à Arcachon, on est passé devant une maison qui s'appelait Von Humboldt, Ah, dans la ville d'Hiver. Et donc, en fait... quand tu dis on était passé, c'est avec ton mon compagnon, Ton compagnon. et je lui dois d'ailleurs cette chronique parce qu'il m'a raconté Ah, il nous écoute, j'espère. Ce l'histoire. soir. Non, je pense pas. Non. Il se désintéresse complètement de ce que je fais, mais c'est Non, pas, mais c'est tu pas vas dramatique. le podcast, il va le réécouter. Donc, tu as Mais des- du coup, le temps qu'on rentre à la maison, en fait, il m'a raconté cette histoire parce qu'il a lu le livre les Arpenteurs. Ouais. J'ai oublié le titre. Les Arpenteurs du monde, donc sur Gauss et Von Humboldt, et donc de mémoire et avec l'aide de la fiche Wikipédia, il m'a raconté l'histoire de Von
ce fameux Alexander von Humboldt. Je vous recommande ne serait-ce que d'aller lire la fiche Wikipédia. Ça met vraiment en perspective sur ce qu'on est capable, nous, de produire avec les moyens qu'on a aujourd'hui versus ce type. L'expédition en Amérique du Sud, c'est 1 an. Et il y a 60 000 nouvelles espèces découvertes. Et puis une tournée mondiale ensuite avec les honneurs de toutes les académies des sciences. Enfin, il est membre de toutes les académies des sciences et sociétés savantes quasiment que le monde occidental compte à cette époque-là. C'est des trucs qui sont inimaginables aujourd'hui, en fait, tant par l'importance de la découverte, mais la variété de champs auxquels il s'attaque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi à l'aise dans la physique que l'astronomie, que la biologie un peu, le naturalisme. C'est un truc de dingue. Enfin, n'importe qui est scientifique, quels que soient les domaines de recherche par ailleurs, ne peut qu'être émerveillé devant une telle contribution c'est ton au monde et à la science. Découvrir tout ça. C'est ça, exactement. Et si tu avais un message à lui passer au micro, un message d'amour, tiens, parce que même s'il t'écoute pas en direct, il y a le podcast. À qui Dis-lui-toi, à lui. Comment il s'appelle? Son prénom, c'est Antoine. Il sait que il sait que je l'aime. Ouais. Voilà. Ah, c'est mignon. L'essentiel est dit. Très très bien. Il est grand temps d'aller faire de la compilation de données scientifiques. Un jour, je ferai une émission, je l'ai déjà dit par ailleurs, c'est que j'inviterai tous les chroniqueurs et toutes les chroniqueuses qui nous parleront de leurs compagnons ou de leur compagne, histoire de les mettre en avant, histoire de parler et d'amour. Et puis de mettre les gens mal à l'aise aussi. Non, histoire de parler d'amour, donc... Oui, voilà, mal à l'aise pour ceux qui ont personne ou mal à l'aise pour ceux qui sont en instant de divorce, ceux qui sont... Effectivement. Mais à la régie, tout le monde est avec quelqu'un. On imagine en tout cas que Nathan, il est bien accompagné et Amy aussi. Merci pour cette chronique, Nicolas. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et là, nous allons passer à la musique avec Nathan. Exactement. Et pour cette première musique même, je vais faire un petit retour au début des années 80. Cette chanson, je la passe toujours en soirée d'ailleurs. Et ça swing toujours encore d'ailleurs au niveau des dance floors par rapport à ça. Donc j'aime beaucoup, forcément. On se fait un sacré kiff sur cette musique. On la passe généralement en fait en milieu de soirée quand les gens commencent un peu à avoir bu pas mal de verres. Et moi j'aime bien aussi parce qu'en fait il y a pas mal de choses au niveau du... Il y a pas mal de groove, on va dire, entre guillemets, au niveau de la chanson. Et voilà, j'aimais bien la passer, surtout parce qu'en fait c'est un amour un peu teint qui se passe. Je pense aussi, je me rappelle aussi de ce qui s'est passé ce week-end, notamment au niveau de la Ligue de football professionnel. On sait qu'il y a eu la lutte notamment contre justement l'homophobie et la lutte contre tout ce qui était l'homophobie dans le foot. Et donc les maillots étaient floqués forcément de maillots arc-en-ciel. On se souviendra effectivement qu'il y a aussi autre chose en plus qui a été diffusée et une autre nouvelle qui fait un peu moins de bruit. Mais il y a un joueur du PSG qui a décidé de ne pas participer à cette... il a décidé à ne pas participer pour raisons personnelles, je cite. Et en fait, les raisons personnelles, apparemment, c'est parce que c'est dû à sa religion. Donc, j'aimerais juste dire que l'homophobie est plus qu'une religion. Ça va au-delà des religions et c'est quelque chose qui est plus grave que certaines religions. Ouais. Donc, actuellement, voilà, on va passer cette magnifique chanson de Soft Cell, c'est Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love.
tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Pour nous divertir, on va parler film avec Anna Aguirre. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un film qui vient tout juste de sortir, n'est-ce pas? C'est ça. Et tu t'es pas trompé de prénom. C'est bien. Ah on oui, est. carrément. Je me suis dit, c'est bien Anna qui est en face de moi. C'est ça. Mais un jour, on échangera avec Amy peut-être. Ah oui, elle carrément. fera une chronique et j'irai derrière la réalisation. Bonne idée, après on demandera. C'est très bien ça. Faudrait qu'on organise ça. On fera ça. Bonne idée, Anna. Donc oui, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Crush. Alors, Crush, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau teen movie de la plateforme Hulu qui a été réalisé par Sami Cohen et est disponible depuis le 29 avril. Alors, le film est aussi disponible sur Disney+, si nos auditeurs ont Disney+. Alors, le film raconte l'histoire de Paige, une lycéenne, artiste dans l'âme, qui rejoint l'équipe d'athlétisme de son école un peu contre son gré. Mais la chance est de son côté, car la fille pour laquelle elle a le béguin en est la capitaine. Mais bon, elle connaît rien à l'athlétisme, donc le coach décide de charger la co-capitaine de l'équipe, AJ, de l'entraîner. Et au fur et à mesure que la relation entre les deux jeunes filles se développe, Paige se retrouve face à un dilemme amoureux. Alors oui, comme ça, on dirait le teen movie par excellence. Il met en scène Rowan Blanchard dans le rôle d'une lycéenne artiste qui rêve d'intégrer une école d'art. Elle est en quelque sorte l'outsider du lycée, la personne un peu invisible sur le côté, qui nourrit le même béguin depuis le CM2 pour la personne populaire de l'école. Et c'est là que débarque ce personnage qui va tout changer pour notre héroïne. Oui, donc là, pour les habitués des teen movies, c'est le schéma classique. Hein. Mais on a une grande différence ici, c'est que notre héroïne, elle est lesbienne. Ouais. Bah oui, pour une fois, le personnage LGBTQI+, il n'est pas simplement secondaire. Alors pourquoi ce film? Alors, pourquoi ce film? Donc, je vous l'ai déjà dit, Crush réunit les caractéristiques principales de ces films pour adolescents et ressemble à tous les autres, hein, on va pas se mentir. Mais ici, c'est justement ça qu'il est important de remarquer. Le film réussit ce qu'il entreprend, c'est-à-dire offrir aux jeunes de la communauté LGBTQI+, une histoire d'amour délicate, drôle, avec une fin heureuse. Le film est rafraîchissant et nous raconte l'histoire de personnages homosexuels pour lesquels il n'est pas question de se cacher, d'angoisser à l'idée de faire son coming out, de craindre la condamnation des parents ou des camarades. En fait, Crush met définitivement fin à tous les thèmes qu'on a l'habitude de voir dans les films ou les séries. Il n'y a pas de drame à cause du coming out, la vie des personnages n'est pas remplie de misère et de galères en tout genre juste parce qu'ils appartiennent à la communauté LGBTQI+. Ici, en fait, on a une représentation qui est 100% positive. Et en fait, à travers ce scénario, donc Kirsten King et Kazé Rakam, les deux scénaristes, ils abordent la question de l'amour avec désinvolture. Et en fait, ils se veulent comme un miroir qui reflète l'évolution des mœurs et des identités dans notre société et la manière dont les nouvelles générations changent et abordent ce sujet-là. Et en fait, ce genre d'authenticité aussi, elle découle du fait qu'un grand nombre de personnes impliquées devant et derrière la caméra s'identifient elles-mêmes comme appartenant à la communauté. Donc on a par exemple le réalisateur, les deux scénaristes et même donc les deux stars, Rowan Blanchard et Oli Cravalho. Ces dernières qui sortent toutes deux de l'industrie Disney, donc voilà, milieu un petit peu compliqué à ce niveau-là, s'affirment avec assurance dans des rôles plus matures, tout en conservant leur sens de l'humour bien aiguisé. Alors Rowan Blanchard, petite présentation rapide, elle s'est fait connaître dans la série Le Monde de Riley, et elle interprète ici Paige, cette adolescente touchante, sincère, qui balance entre maladresse, sagesse et confiance en soi. Il est super facile d'aimer son personnage, même lorsqu'elle embrasse tous les stéréotypes de l'adolescente, très dramatique en fait. Et Oli Cravalho, quant à elle, a conquis le monde à l'âge de 16 ans. Je pense que vous la connaissez tous. Elle a interprété la voix originale de Vaiana, donc la princesse Disney sortie il y a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, en fait, elle prouve qu'elle est parfaitement à l'aise pour sortir du moule Disney et aborder des thèmes plus matures. Les deux actrices sont d'une alchimie facile et pétillante, qui est évidente pour tout le monde, sauf pour leurs personnages. Et les voir reconnaître progressivement leurs sentiments l'une pour l'autre, bien sûr, c'est ça qui est jouissif dans le film. Oui.
Alors le film, il est intelligent et réconfortant en fait. C'est un film qui est extrêmement satisfaisant et qui semble bien plus grand qu'il ne l'est grâce à ses acteurs et à sa réalisation, ainsi qu'à son scénario bien pensé. Le film en fait se concentre avec justesse sur le passage à l'âge adulte et la question du grand amour. L'intelligence du scénario réside dans ce choix de ne pas aborder des questions comme celle du coming out dramatique qu'on a l'habitude de voir. En fait, le spectateur est face à un monde idéal, où les relations homosexuelles et l'identité des genres sont acceptées sans jamais être remises en question. Alors oui, on peut se dire que c'est pas réaliste, que ça va donner des faux espoirs aux jeunes, ce genre de choses. Et justement, en fait, c'est ça le message du film, c'est de se dire, voilà comment ça devrait se passer dans une société moderne comme la nôtre. Ouais. Et Crush, en fait, est un message d'espoir pour tous. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas le public visé par ce film, parce que ça fait teen movie, détrompez-vous. Il peut finir par vous parler d'une manière surprenante et enrichissante. Et puis vous passerez un très très bon moment. C'est très feel good. Vous allez juste aimer et vous détendre devant ce film. Et je suis persuadé que, aussi bien Nicolas que Valérie, vous êtes un public visé par ce film, Valérie. Eh bien, moi, tout ce que tu me racontes... Mais qu'est-ce que j'aurais voulu voir ce film lorsque j'étais adolescente, mais ça aurait été formidable, parce qu'en plus, l'athlétisme était ma passion. Et ce sujet-là m'aurait fait du bien et aurait certainement engagé le sujet que je cachais et qui c'était compliqué à vivre. Ouais. Donc c'est enthousiasmant parce que les choses avancent. Ouais, effectivement. Et grand public, donc c'est tant mieux. Voilà. Nico ? Pour rebondir sur ce que disait Valérie, je pense qu'en fait que ça contribue à construire un imaginaire auquel on n'a pas eu accès. En fait, moi, je vais avoir 40 ans dans un mois, j'ai grandi dans les années 80-90. En fait, ça n'existait pas tout ça. C'est cette vision très positive. Moi, j'ai grandi, gay, c'est le sida, quoi. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et on n'a rien eu d'autre, d'une certaine manière, pour nous construire et tout. J'imagine que pour les femmes et les lesbiennes et les bis, ça a été encore plus difficile parce que d'une certaine manière, c'est encore moins accepté parce qu'il n'y avait même pas dans la pop culture ou dans la culture populaire des références. Donc je trouve ça super bien, effectivement, qu'à un moment, on se dise, on va parler de nous positivement. Je dis nous dans toute la diversité de notre communauté étendue. Et donc, voilà, je pense que ne serait-ce que pour se dire, tiens, ça va aller mieux, en fait, c'est super bien que ça existe. Effectivement. Oui, c'est ça, en fait. Et ce qui est important, c'est de le faire sans rendre toujours dramatique. C'est vraiment le mot, en fait. C'est dans les séries, dans les films, si t'appartiens à la communauté LGBTQ+, c'est sûr que tu vas... Ton sort, c'est bon, c'est scellé. Juste cette info-là, tu sais que soit tu vas mourir, soit tu vas avoir une vie pourrie. Donc c'est pour ça que ça fait du bien d'avoir une nouvelle génération qui arrive dans les scénaristes pour écrire ce genre d'histoire, pour montrer que c'est possible et que ça devrait être normal. Il disait que moi je suis beaucoup plus vieux que toi, Nicolas, et je te rejoins dans tout ce que tu dis là. Et c'est très juste. Et moi, quand j'entends cette chronique-là, j'aimerais être jeune aujourd'hui, en fait. Je pense que les jeunes ont de la chance aujourd'hui sur ce plan-là. Et c'est la même chose avec une série comme Sex Education, par exemple, qui pose un certain nombre de préalables d'acceptation, en fait, sans discussion. C'est-à-dire, c'est comme ça et... Voilà, et les gens s'arrangent autour avec ça, mais où il n'y a pas effectivement toute cette partie qui consisterait à devoir expliquer que, en fait. Effectivement. Et je trouve que c'est ça, finalement, la grande victoire. Finalement, on n'a pas expliqué qui on est, on n'a pas expliqué ce qu'on fait, on n'a pas expliqué pourquoi on le fait éventuellement, ou je ne sais quoi. C'est comme ça. Effectivement. Point barre. Et ça ne doit s'encombrer d'aucune discussion, tentative de négociation ou je ne sais quoi, et ça c'est ce que les homophobes ne comprennent pas. Les homophobes et les LGBTQI+ phobes en général ne comprennent pas. Effectivement. Merci en tout cas, merci Anna, merci Nicolas, merci Valérie. Quand je fais cette émission, à chaque fois j'ai le plaisir de rajeunir, vous pouvez pas savoir comment, et j'ai le sentiment, j'ai l'impression d'avoir votre âge en fait. Et j'en suis très heureux. Écoute, je suis ravie de pouvoir te faire voyager, de te faire rajeunir un petit peu. Merci à vous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous allons enchaîner tout de suite maintenant. Nous allons voyager. Nous allons aller au Canada, planète arc-en-ciel, avec Denis Martin Chabot.
Si orgullo, si He was killed because he was dressed in female wear. Yo recibí 6 impactos de bala. Oh, I'm so scared of a fucking lesbian. No. These homophobic crimes and bring the attackers Russian to justice. Police detained as many as 30 gay rights activists who took part in an unsanctioned rally. Ils disent qu'il faut que je meure, que je crève. Tout ça parce que je suis lesbienne en fait. Elle a commis l'irréparable. Elle s'est enlevée la vie il y a une semaine. Brahim, on vient d'entendre les premières secondes d'une vidéo produite par la Fondation Émergence à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Les images sont violentes, voire choquantes. Des gens se font frapper, se font battre à cause de leur orientation sexuelle et ou de leur affirmation de genre. L'intolérance est courte des vies, dit la vidéo. À titre d'exemple, on recense 4042 personnes trans assassinées à cause de leur affirmation de genre dans le monde entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2021. 23% des personnes trans aux États-Unis ont évité de s'adresser aux services de santé par peur de recevoir de mauvais traitements ou d'être humiliées. Les jeunes lesbiennes, gays et bisexuels sont 4 fois plus susceptibles de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels. Et pas plus tard qu'en mars dernier, au Québec, la jeune Anne-Sophie, âgée de 10 ans, s'est enlevée la vie alors qu'elle était en pleine crise d'identité et qu'elle subissait de l'intimidation. La Fondation Émergence, pour cette campagne, a fait fabriquer une montre qui ne fonctionne pas aux 60 secondes, mais aux 54 secondes. C'est pour illustrer symboliquement les vies écourtées des personnes de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre à cause de l'intolérance. On écoute le président de la Fondation Émergence, Patrick Desmarais. Les 6 secondes manquantes, c'est les 6 secondes que les personnes LGBT perdent à chaque heure. La personne, par exemple, qui se fait frapper, elle a eu un civisme physique, mais elle va avoir des civismes psychologiques. Elle va peut-être arrêter de travailler. Donc, il y a tous les aspects qu'on parle de violence, ils peuvent s'appliquer dans plein de situations. Donc, l'idée de prendre le drapeau arc-en-ciel, les 6 couleurs, et de leur transposer en 6 secondes que perdent les personnes LGBT, c'est une façon de mobiliser les gens à ce qu'il y a des personnes qui vivent avec des moments perdus, finalement. Je termine en vous disant que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est bel et bien originaire du Québec. On doit l'idée à Laurent McEachin, qui était président fondateur de la Fondation Émergence. C'était en 2003. Laurent nous a quittés en 2019 et en toute transparence, j'ai écrit sa biographie, Laurent McEachin et la révolution gay et lesbienne du Québec aux Éditions de l'Homme. Je termine ici mon autopromotion. Donc, en 2003, Laurent a créé cette première journée qui, à l'époque, était nationale contre l'homophobie. Et au Canada, c'est la 20e journée du genre qu'on souligne. D'autres organismes ont repris cette journée et elle est maintenant célébrée dans de nombreux pays. Le 17 mai est une date symbolique importante pour les personnes homosexuelles. L'homosexualité avait été alors retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé. C'était le 17 mai 1990. Alors, j'ai été considéré comme une personne malade mentale, pour reprendre les mots de l'époque, pendant les 29 premières années de ma vie. Oi, oi, oi. Enfin, une pétition est en cours présentement pour demander à l'ONU de reconnaître finalement cette journée. Et pour trouver et signer la pétition, je vous invite à vous rendre sur le site web de la Fondation Émergence à fondationemergence.org. Et c'est Fondation Émergence en un seul mot, pas d'accent, pas de majuscule, .org. Brahim. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. As I get a little older, I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me.
all my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a lesson. All my people. I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and more jealous, a chip you for designer. Belt buckles and cloud overzealous and prone to violence. Make their own turn, be your will of the will alignment. Residue burn, missed at the inner city. Miscommunication to keep homo detector busy. No protection is risky. Desensitized, I vandalize pain. Covered up and camouflage, get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Homies done fucked your baby mama once you hit the yard. That's culture, 23-hour lockdown. Then somebody called, said your little nephew was shot down. The culture's involved. I done seen niggas do 17, hit the halfway house, get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out. New GoFundMe accounts to proceed. A brand new victim of shatter those dreams. The culture. For my culture, to let y'all know what a nigga look like in a bulletproof Rover. In my mama's sofa was a doodle popper, hair trigger, walk up closer, ain't no photoshopping. Friends bipolar, grab you by your pockets, no option if you froze up. I always play the offense. Niggas going to work and selling work, late for work, working late praying for work, but he on paperwork. That's the culture. Point the finger, promote ya. Remote location, witness protection, they gon' hold ya. The streets got me fucked up. Y'all can miss me. I wanna represent for us. New revolution was up and moving. I'm in Argentina wiping my tears full of confusion. Water in between us, another peer's been executed. History repeats again. Make amends and find a nigga with the same skin to do it. But that's the culture, crack a bottle. Hard to deal with the pain when you're sober. By tomorrow, we forget the remains, we start over. That's the problem. Our foundation was trained to accept whatever follows. Dehumanized, insensitive, scrutinized the way we live for you and I. Enemy shook my hand, I can promise I'll meet you in a land where no equal is your equal. Never say I ain't told ya. Nah, in a land where hurt people hurt more people. Fuck calling it culture. Drums out. Celebrate new life when it come back around. The purpose is in the lessons we learning now. Sacrifice personal gain over everything, just to see the next generation better than ours. I wasn't perfect, the skin I was in that truly suffered. Temptation and patience, everything that the body nurtures. I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry. But all in all, my productivity has stayed urgent. Face your fears, always knew that I would make it here. Where the energy is magnified and persevered. Consciousness is synchronized and crystal clear. Euphoria is glorified and made his. Reflecting on my life and what I done. Paid dues, made rules, change out of love. Them same views made schools change curriculums, but didn't change me staring down the barrel of that gun. Should I feel resentful I didn't see my full potential? Should I feel regret about the good that I was into? Everything is everything, this ain't coincidental. I woke up that morning with more heart to give you. As I bleed through the speakers, feel my presence. To my brother, to my kids, I'm in heaven. To my mother, to my sis, I'm in heaven. To my father, to my wife, I am serious, this is heaven. To my friends, make sure you count them blessings. To my fans, make sure you make them investments. And to the killer that spared at my demise, I forgive you, just know your soul's in question. I seen the pain in your pupil when that trigger had squeezed. And though you did me gruesome, I was surely relieved. I completed my mission, wasn't ready to leave, but fulfilled my days, my creator was pleased. I can't stress how I love y'all. I don't need to be in flesh just to hug y'all. The memories recollect just because y'all celebrate me with respect. The unity we protect is above all. And Sam, I'll be watching over you. Make sure my kids watch all my interviews. Make sure you live out our dreams we produce. Keep that genius in your brain on the move. And to my neighborhood, let the good prevail. Make sure them babies and the leaders out of jail. Look for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits,
The energy they carry on admit still, I want you. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Toujours avec Nicolas Rividi, Anna Aguirre, je ne me trompe pas, et nous allons poursuivre maintenant avec Valérie Beau. J'écris ton nom. Et quel nom exactement? Eh bien, Brahim, c'est ton nom que j'ai voulu écrire ce soir, Brahim Nakbak. Eh bien, tout simplement, on va chercher parfois, au-delà des époques, des personnes inconnues mais connues. Et la première fois, Brahim, que j'ai entendu parler de toi, c'est il y a quelques années. Je regardais la télé, j'étais en province, c'était un 17 mai, c'était sur Arte, et tu témoignais sur ta vie. J'étais émue. Quelques mois plus tard, à la Marche des Fiertés à Paris, je faisais ta connaissance. Tu enregistrais des témoignages pour l'émission Homo Micro. Plus tard encore, tu m'as invité pour la sortie de mon premier roman. J'étais autour de cette table. Il y avait, à ce moment-là, il y avait aussi les témoignages. Il y avait Nicolas Rividi qui était responsable chargé de communication de l'Inter-LL. Non, si peut-être pas cette émission-là. J'étais pas porte-parole parce que j'étais déjà chroniqueur. Par contre, j'étais là. Ah, d'accord. Le jour où tu étais invité pour présenter ton livre. D'accord. Parce que je crois que les épreuves, il y avait juste un tirage d'épreuves et je crois qu'il n'était pas encore tiré. Voilà, il était en avant-première ici. Et plus tard, pas très longtemps après, tu m'as proposé d'entrer dans le cercle de l'équipe. Et ça fait déjà 3 ans, comme le temps passe. Ouais. Alors depuis longtemps, je voulais lire ton livre qui a été publié en 2009 et qui s'appelle « Un homo dans la cité ». Lorsque tu m'as annoncé le programme de l'émission de ce soir, avec l'adaptation de ton texte au théâtre, c'était une évidence, écrire ton nom. D'abord, je veux te remercier pour ton courage, ton énergie à rebondir, car ce ne fut pas simple. Chaque parcours a sa singularité, mais à travers tes mots, on s'y retrouve, parce que chacun d'entre nous a dû faire face au processus de formatage social. Tu nous expliques. Se sentir différent dans une cité minière peuplée d'une majorité d'immigrés du Maghreb, dans les années 70, équivaut à se sentir malade dans un pays sans médecin. Et la position d'aîné dans une famille maghrébine implique de se comporter un véritable modèle dans le strict des traditions, virilité, mariage, paternité et autorité sur les cadets, autant de qualités qui me manquaient cruellement. Quel que soit notre genre, c'est ce même processus qui se met en place. Tu nous livres. Dès l'adolescence, j'ai su que seuls les garçons éveillaient ma sensibilité, jamais les filles. C'est à partir de cette étrangeté que j'ai commencé à m'interroger sur moi-même, à m'inquiéter. J'essayais de comprendre ce que je ressassais, je me torturais. Quelle est la cause de mon malaise? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Dans quel monde je vis? Tu nous décris aussi cette sensation d'être spectateur d'une vie qui n'était pas la tienne. Combien sommes-nous à nous être dit un jour comme toi, Brahim? Décidément, je ne suis pas normal. La radio joue un rôle important dans ton émancipation. Tu écris à s'enrouler de honte, comme je l'ai fait jusqu'à ce que les voix des animateurs sur Fréquence Gay viennent m'apprendre que je n'étais pas seule au monde, que l'homosexualité n'est pas une maladie et qu'il fallait prendre mon destin en main si je ne voulais pas sombrer dans la folie. Tu évoques des descentes aux enfers en banlieue parisienne. Plus tard, un de tes bourreaux te dira « Comme tu étais rebeu, c'était une circonstance aggravante. Il y avait un acharnement identitaire contre toi. » Ton élan vital, ta volonté, te force à réagir. Tu expliques « Je voulais échapper à l'alternative habituelle, mentir ou se réfugier dans un ghetto. J'ai décidé de sortir du placard partout où j'avais à intervenir. Paris Fréquence Plurielle est une radio associative fondée en 1984. Et depuis 1990, tu animais une émission sportive. En 1998, tu en as assez de cette mascarade où tout le monde fait semblant d'ignorer que tu es homosexuel. Tu nous confies « J'avais 35 ans, j'étais fatiguée de mentir et d'avoir honte de moi. D'une certaine façon, c'est grâce à ces voix, Fréquence Gay, que j'ai réussi à quitter mon trou pour aller au-devant de moi-même. Tu as le projet de proposer une nouvelle émission de radio. Pour mieux défendre ce projet auquel je tenais, j'ai décidé de dévoiler mon secret. Je suis homosexuelle et j'ai envie de transmettre un message positif sur les gays.
L'émission s'est d'abord appelée Les Clés de Contact. Au bout de 10 ans, l'émission, ça prend le nom d'Homo Micro. Alors demain, mardi 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre la LGBT-phobie. On vient d'en parler. Et la datation de ton texte pour des représentations en milieu scolaire et d'actualité. L'insulte PD fuse encore dans les cours d'école, mais on ne subit plus, on agit ensemble. Alors, merci Brahim. Saison après saison, cette émission, ce sont nos voix libres et fières à tes côtés. Et c'est un bonheur d'être avec vous. Merci, c'est une surprise. Alors, moi, je comprends maintenant, quand je t'ai demandé de m'envoyer le texte, non, tu m'as dit j'ai pas le temps, tout. Voilà, je voulais te laisser la surprise. Merci, c'est vraiment touchant. Et mais vraiment, je sais plus quoi dire. En fait, on va laisser la parole maintenant à des personnes qui sont à Toulouse. Et tu parlais de mon livre qui a été justement... qui se joue en pièce de théâtre grâce à la compagnie Le Chat Fouin. Et on a en ligne Majid et Ahmed qui jouent l'histoire d'un homme dans la cité qui s'intitule L'Hchouma et qui vont faire 2 représentations demain à Toulouse. J'irai les rejoindre pour une intervention en début d'après-midi en milieu scolaire et le soir dans la commune de Toulouse pour le tout public. Bonsoir Majid et Ahmed, merci d'être en ligne. Vous allez bien ? Bonsoir tout le monde, oui, on va super bien. On est arrivé là il y a 1 heure à peu près. Bonsoir. Ouais. Merci. Alors, d'abord, je vous connais maintenant parce qu'à chaque fois quand il y a des représentations, on fait appel à moi et on a l'occasion de se rencontrer. On a dû se rencontrer une petite dizaine de fois, je crois, avec Yann Dacosta, le metteur en scène, en fait. Hein. Si vous me corrigez, et moi, c'est toujours un plaisir et un bonheur de vous voir jouer mon histoire et c'est toujours flagrant de voir mon histoire se dérouler comme ça en 1 heure. Mais avant de parler de l'Hchouma, j'aimerais bien que vous disiez 2 mots concernant votre histoire. Est-ce que vous faites votre actualité ? Si vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites, aussi bien toi, Majid, que tu es au téléphone, et Ahmed. Et après, on parle de l'Hchouma qui se jouera demain à Toulouse. Ahmed, okay. Majid. D'accord. Alors, c'est Majid qui commence. Alors moi je suis comédien et j'ai d'autres projets à côté en tant que comédien. Je travaille avec différentes compagnies. Donc là par exemple j'ai terminé l'exploitation d'un spectacle qui s'appelle L'établi et qui consistait à défendre et à dénoncer les conditions ouvrières après mai 68 dans les usines Citroën. Et un autre projet autour de l'écologie qui visait beaucoup le jeune public aussi. Une sensibilisation à l'écologie avec un spectacle interactif qui se jouait un peu comme l'Hchouma en tout public et aussi en scolaire, mais pour les plus jeunes. Ouais. Et en parallèle de mon activité en tant que comédien, je fais pas mal d'actions culturelles auprès des jeunes avec différents publics, que ce soit enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de handicap. Et aussi pour adultes dans une association inter-LGBT à Paris. Voilà en gros, en résumé pour dire mon actualité de cette année. Ahmed, en ce qui te concerne. Oui, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Oui, de ma part c'est pareil, je suis comédien aussi et pour mon actualité en ce moment, je travaille avec une équipe qui s'appelle Communidé, qu'on travaille en fait sur les violences sexistes et violences faites aux femmes au transport en commun. Du coup, on joue principalement dans les bus et dans les métros pour sensibiliser à ce fait, et aussi on fait des théâtres forums sur ce sujet-là avec la SNCF partout en France. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur une adaptation de La vie devant soi de Romain Gary pour une présentation en 2023. Ouais. Alors, ensemble, vous êtes donc retrouvés. Au départ, vous ne vous connaissiez pas, je crois, pour jouer donc l'Hchouma. Donc, c'est une pièce mise en scène par Yann Dacosta. D'abord, l'Hchouma, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas, en fait ? Ça veut dire la honte. Ouais, la honte. Oui. Et alors, ce projet, quand on vous l'a proposé et présenté, tout de suite, aussi bien Majid que Ahmed, vous avez accepté de jouer le rôle de l'Hchouma ?
Tout à fait. On a envoyé, de ma part, moi j'ai envoyé un mail à Yann en lui disant que le projet m'intéressait beaucoup, ça me parlait. Autant moi-même homosexuel et que ça fait 11 ans maintenant que j'habite en France. Je viens d'Alger, je suis né à Alger, j'ai grandi là-bas. Et, du coup, c'est un sujet vraiment qui me touche personnellement et que je voulais défendre. Et de la part de Majid. Alors moi également, le projet m'a tout de suite interpellé. Donc pareil, j'ai contacté Yann quand j'ai su qu'il cherchait de comédiens pour ce projet, et j'ai lu ton texte. Et quand je l'ai lu, sur le moment, il m'a vraiment bouleversé. J'avais vraiment envie de défendre ce texte, même si à la première lecture, il faisait très peur parce que c'est violent, c'est assez sombre. Enfin, c'est pas le monde des bisounours, hein. Mais il y avait beaucoup de choses qui me parlaient de par aussi mes origines, mon homosexualité et aussi le fait que j'ai grandi aussi en milieu rural. Donc il y a plein de choses qui m'ont parlé et Dieu merci, j'ai pas vécu les mêmes choses horribles que tu as vécues, mais j'avais vraiment envie de porter cette parole dans une portée de transmission, de porteur de message, et aussi d'être au service de ta parole qui, je pense, est très forte et très importante à transmettre, parce que je trouve que ton texte, il est vraiment à l'état brut et c'est un vrai manifeste, en fait. Alors, j'ai participé à un certain nombre de représentations, effectivement, que je trouve vraiment bien, où je me retrouve et je me dis, mais finalement, c'est pas toujours... c'est drôle de se voir, en fait, que des gens jouent ton histoire. Alors, depuis, maintenant, ça fait plus de 3 ans que vous jouez un peu dans les écoles. Dites-nous aussi bien, toi, Ahmed, que Majid, ce que vous avez vécu en jouant à chaque fois cette pièce et les retours que vous avez des jeunes. Positif ou négatif? C'est toujours une grosse surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, quand on intervient en milieu scolaire. On a à la fois, donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on le joue, une excitation de le jouer et une appréhension, parce que les réactions sont jamais les mêmes d'un établissement à l'autre. Donc on a eu des super bonnes réactions, et ça, quand on voit ces bonnes réactions après la discussion et le débat, on se dit, c'est génial, cette cause avance, ce qu'on fait a du sens. Et paradoxalement, on a des réactions très très violentes, très plombantes, où on a des jeunes de la nouvelle génération qui ont un discours assez extrémiste et assez violent par rapport à cette thématique-là. Donc c'est vrai que nous, après, en sortant de scène, une fois qu'on a joué ce spectacle, on a 1 heure de débat et de conversation. Donc forcément, on est un peu émotionnellement lessivé, parce que déjà, on porte ce texte qui est très fort et qui nous touche. Et d'avoir ce miroir qui n'est pas toujours de notre côté, ça fait réfléchir et on se dit qu'en fait, il faut continuer à faire ce genre d'action et ce genre de discussion pour faire changer les choses. Ouais. Et c'est vraiment à la fois éprouvant, et en même temps, c'est super agréable aussi de le jouer, parce que ça a du sens. Ouais. Ahmed, je rejoins Majid tout à fait sur ce qu'il vient de dire. C'est en plus, nous, c'est un module en fait de 2 heures qu'on fait, 1 heure de spectacle et 1 heure de débat derrière. Avec, on donne des post-it en fait aux gamins pour écrire une question anonyme. Et certes, en fait, on sait pas ce qu'ils vont écrire dans ce petit post-it. Et des fois, on a des messages très très haineux que voilà, ça nous touche, parce que comme Majid a dit, ça fait 1 heure qu'on joue, on est c'est notre métier déjà, et en plus le texte, ça nous touche beaucoup, et quand on voit ça nous touche personnellement, c'est très violent. Et de l'autre côté, qu'on a des messages d'amour, ou des messages où des gens qui se posent vraiment des questions, où ils te disent, je suis homo, personne ne le sait dans mon lycée, et je vous écris ça, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir. Et pour nous, c'est là où on intervient, et en fait c'est là, en fait, c'est pour ça qu'on fait cette pièce aussi, parce que comme on dit souvent, tout le temps, en fait, on dit que nous, à notre âge, on n'a pas eu notre époque, en fait, on n'a pas eu de pièces comme ça qui nous guident, ou dire ok, ça existe, et qu'on comme chaque homosexuel se sent très
très seul au début. Tu sens il est seul au monde et que il n'y a pas d'autres personnes comme lui. Et dans ton texte, tu le dis explicitement quand tu parles, quand tu arrives à Paris et tu découvres les garçons qui marchent la main dans la rue et tu dis ok, je suis pas seul. Moi-même, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu ça et j'étais fasciné de voir ça. Merci en tout cas Ahmed et Majid. Moi je suis vraiment très heureux à chaque fois quand je vous vois jouer mon histoire. Ça me touche toujours et ça va être un plaisir de vous voir demain. Merci pour le travail que vous faites et on salue aussi le metteur en scène Yann Dacosta qui à chaque fois travaille avec vous et que j'aurai le plaisir de retrouver demain. Et après Toulouse, votre voyage, ce sera où avec la Choma? Ce sera on continue en région parisienne, à Pavillon-sous-Bois, à Évry, à Logne. Ouais. Et après, il y a Metz aussi, il y a dans la région de Rouen. Ouais. Voilà. En tout cas, la pièce va voyager. Merci en tout cas, je vous embrasse. À demain. Merci Valérie. Merci, merci à Anna, merci Nicolas et merci à la réalisation Nathan et Amy. Prenez soin de vous, on vous embrasse et à très très vite. Ciao ciao. Hey, oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.